Pour une fois, c'est moi qui présente. C'est pas du tout. J'ai pas l'habitude de présenter, donc je vais présenter simplement à ma manière. Dès qu'on a commencé à parler de faire ces sessions vidéo, il y a 1 an à peu près, moi j'avais envie de t'inviter, donc Victor. On s'est rencontrés et on a pas mal discuté de cinéma. Victor est critique et c'est rare comment dire, d'avoir des rapports un peu dans la durée avec les critiques, pour 1000 et 1000 raisons. Et moi, il y a une énigme comme ça, sachant que tu as fait des études et tout ça, et je lis ce que tu écris, et je sais ce que tu dis et ce que tu penses. C'est l'énigme, c'est qu'est-ce que devient la critique aujourd'hui pour ta génération. C'est une question de cinéaste, mais comme les cinéastes sont aussi des critiques et qu'on a besoin de la critique, voilà, ces dialogues sont super importants. Oui, d'abord, merci à vous, Nicolas, Saad, d'être là. C'est une vaste question. Je ne sais pas si on va discuter que de ça aujourd'hui, hein, mais en tout cas, moi, ça m'a interpellé aussi de pouvoir concevoir de la critique, du geste comme un geste qui accompagne, en fait, et qui accompagne un cinéaste, qui accompagne une pratique, mais aussi une pensée. Et nos dialogues, c'est vrai que ça m'a mis un peu sur cette voie, parce que je pense, et surtout d'où je viens, de la Roumanie et de la culture critique roumaine qui n'est pas très développée, on va dire, dans cette direction-là. Il y a cette idée, il y a cette coutume qui est un peu faussée, j'ai envie de dire, que les choses se passent sans contact entre les cinéastes et les critiques, en fait. Qu'il n'y a pas de communication entre ces branches-là, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est un peu un manque de repères et un peu mal à l'aise aujourd'hui, précisément à cause de ça, parce qu'il ne s'agit pas de compagnonnage, il ne s'agit pas de copinage, je veux dire. Pardon, mais il s'agit plutôt de nourrir mutuellement, en fait, cette réflexion qui est quand même la base de ce qu'on fait, en fait, du cinéma et voilà. Parce qu'il y a une critique, qu'on connaît, il y a une critique qu'on a lue, qu'on lit de moins en moins d'ailleurs, parce que tout se ressemble, tout se répète, c'est toujours un peu les mêmes mots sur les mêmes films, et que du coup, que ce soit les Cahiers du cinéma ou France Inter, c'est exactement pareil. Ce qui fait qu'en tant que cinéaste, ça manque. Ouais. Ça manque Et ce que je trouvais beau dans ta manière de parler des films, c'est que je trouve que tu déblais le terrain, quoi. Très vite, tu déblais une vision et autre chose arrive. Et c'est cette dialectique-là qui me semble, moi, super intéressante à travailler. Dialectique est un mot que je chéris aussi, hein, mais c'est ce qu'on se disait il y a 1 an, je pense, plus même. On s'était rencontrés, vous m'avez dit une chose à laquelle je pense toujours, c'est que Serge Danet, quand il écrivait, en fait, quand il parlait au cinéaste. Et que ça, c'est un peu perdu, en fait. Et depuis là, je me suis rendu compte que c'est pas seulement le public, etc., qui a besoin du geste critique, voilà. C'est aussi les cinéastes, en fait. Peut-être avant tout les cinéastes. Avant tout, ouais. Parce que le public, bon, il se fait une opinion, et puis c'est plus le même public qu'il y a à l'époque de Danet. Ouais. Et moi, je t'ai même dit... bon, il y a Danet, nous on a la chance d'avoir eu Godard, que Godard est mort tout récemment, Danet est mort il y a longtemps, quoi. Ouais. Non, mais il faut être aussi un peu dans cette tradition-là, parce que pour moi c'était évident quand même quand j'ai commencé que je vais m'inscrire dans une sorte de tradition, que ça soit les Cahiers, que ça soit Danet, je sais pas, Godard... peu importe, mais quand même d'être là au contact, et de publier, de signer, en fait, de signer un texte, et d'être lu par des gens,
Et je pense que ça devient de moins en moins une évidence, en fait, parce qu'on est de plus en plus reclus avec nos groupes, et avec nos gens, et avec voilà, nos clics. Et pour moi, c'était quand même évident que j'allais être au contact d'une altérité, quoi. Ouais. Mais, donc voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi par rapport au... Moi, quand je lis des critiques adressées au public, Ouais. bon, je sais pas ce que c'est le public d'ailleurs, mais je suis étonné du peu de désir c'est toujours les mêmes mots qui sont censés donner envie aux gens de voir les films, quoi. Non, mais faut pas. Moi, je prends jamais au public en tant que quantité. Je sais C'est pas. Godard qui disait que le public est des notions fascistes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et en plus, c'est aussi un argument de marketing qui fait que les textes sont rabaissés comme ça parce que tout le monde se dit, tout le monde sait ce que le public veut entendre et veut savoir, et tout le monde se dit à partir d'un certain point que c'est trop compliqué, ou que c'est trop littéraire, ou que c'est trop, je sais pas, que ça rentre pas dans les cases dont le public a besoin, en fait. Donc moi, dès que j'entends ça, il faut lâcher l'affaire, quoi. Mais il faut passer par autre chose, il faut recommencer. Du coup, oui. Alors, quand on a un peu discuté de ce dont on voulait parler, Oui. moi j'avais proposé cette idée d'impasse parce que là, ça rejoint quelque chose qui pour moi est super important aujourd'hui. C'est moi, j'ai le sentiment qu'il faut surtout pas sortir de l'impasse. On est dans une impasse mondiale à tellement de niveaux en même temps, et que cette impasse, il faut travailler dans l'impasse, à chercher des moyens de travailler autrement, de parler autrement, d'écrire autrement, pour fissurer quelque chose qui permette de voir ce qui serait possible de faire autrement. Que l'impasse, il faut surtout pas enjoliver ou s'émerveiller ou fuir, quoi. Il faut rester dans l'impasse, l'assumer à fond et chercher les décharges comme ça de réel qui permettent de connecter des choses qui au départ sont pas nécessairement des alliés, quoi, mais des alliés qui sont bon, on parlait moi je vais parler des alliés qui sont peut être la musique, le cinéma, la poésie, et la politique, enfin la question politique vue à travers non pas comment dire évidemment la classe politique, mais les questions beaucoup plus puissantes, quoi. Oui. Et que je vois pas pourquoi le cinéma ferait l'économie de ça, que le cinéma fait partie de tout ça, que peut-être que la peinture a pris un certain nombre de siècles avant d'inventer la perspective, que le cinéma est né il y a à peine un peu plus de 100 ans, quoi, et donc il est tout jeune. Oui. Et donc il n'y a rien qui est l'étroitesse dans laquelle on suffoque aujourd'hui, c'est une chose qu'il faut exploser, quoi. Il y a plusieurs choses, à mon avis. Et on a déjà parlé de ça, mais je vais poser quelques idées, comme ça vous reprenez ce que vous voulez, hein. Donc déjà, c'est vrai que pour moi aussi, il y a une impasse, et c'est évident quand on regarde les films, même quand on consomme, comme on dit, quand on est consommateur de la culture. Mais j'avais un peu une réticence comme ça de dire le mot, alors qu'il faut le dire, hein, mais j'avais peur de passer pour un radoteur comme ça, parce que pour moi, dès que je le dis, je me sens un peu impuissant. Je sens comme une impotence à sortir. Même pas parce que je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas sortir de cette impasse, dans la mesure où il faut faire, où il faut produire, comme on dit. Il faut faire des films, il faut écrire aussi. Et ça, c'est la deuxième question. Donc, la première question, pour moi, c'est aussi de ce qu'on disait, en fait. Que tout le monde, même nos ennemis, donc pas seulement les alliés, même nos ennemis, ils utilisent un peu cette rhétorique de dire que ça va pas dans le cinéma, que le cinéma ne va pas bien, que tous les films se ressemblent, qu'il faut sortir de cette économie. Même ceux qui
de fait, vont dans les festivals beaucoup. Et moi aussi, je vais parfois dans les festivals et je sais que c'est un écosystème assez... c'est mort, quoi. C'est pas là que les choses se passent, mais en même temps, on découvre des gens potentiellement intéressants, quelques-uns dans les festivals. Donc, c'est très difficile de sortir de là. Et donc, ça... et puis aussi, que puisqu'on est dans l'impasse, il faut produire. Moi, je prends cette idée de Sartre à propos de Tintoret qui m'est très cher en fait, que même quand la peinture avait atteint le plus de perfection, même quand elle était complètement accomplie, il fallait toujours produire en fait. Et c'est ça la leçon de Tintoret. Même s'il ne reste qu'une muraille vide dans la ville, il faut la couvrir de peinture, quoi. Et qu'il faut faire avec l'impasse. Il faut faire avec les commandes, il faut faire avec les attentes et aussi les subvertir un peu. Et c'est ce que dit Sartre à propos de Tintoret, que bon, il acceptait les commandes, les grands sujets et tout ça, et il peignait un peu conformément aux attentes, mais en dessous, il poursuivait ses propres expérimentations. Et moi, je suis assez, assez proche de cette idée-là et de cette lignée-là, des gens qui ont beaucoup travaillé, des artistes, je veux dire, de Picasso à Paul Klee, ou je sais pas, à vous-même, parce qu'il faut aussi exploser un peu les circuits de production actuels qui sont très contraignants. Donc ça, c'est la deuxième idée. Et c'est ce que j'aimerais discuter avec vous. C'est produire, oui, mais pourquoi pratiquement? C'est-à-dire, comment vous voyez ça? C'est une question que je me pose en tant qu'écrivain. Écrire, oui, mais est-ce que ce n'est pas de trop de toute façon? Qu'est-ce qui nous pousse? Pourquoi continuer du moment où on sait qu'il y a trop de choses déjà et que tout a été fait ou je sais pas quoi? Ouais, bon, Elisabeth et moi, on est dans une situation assez privilégiée dans la mesure où on fait de plus en plus des films avec très peu d'argent. Oui. Et ce sont des films de plus en plus ambitieux. C'est parce qu'on a cette idée comme ça que le seul endroit intéressant possible... Il fallait toujours... Avant, il y avait ce qu'on appelait les marges. Mais bon, les marges, c'est fini. Depuis le numérique, il n'y a plus de marge. Avant, Godard parlait de la feuille de papier, les marges, le centre, etc. Mais le numérique a complètement balayé les marges. Donc, c'est très important de s'éloigner encore de ça, quoi. C'est-à-dire aller ailleurs, aller quelque part où on a le sentiment qu'on peut très concrètement recommencer le cinéma. Oui. Ça, c'est la seule idée depuis 10 ans sur laquelle on travaille, c'est recommencer le cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ouais, c'est recommencer le cinéma, tu sais, c'est qu'on est comme ça habité par un certain nombre de projets et surtout, on se dit, c'est recommencer à écrire, à filmer, à tourner, tout à fait autrement que ce qu'on a pu faire pendant près de 40 ans, quoi, avec la pellicule, avec le système, avec les acteurs, avec l'argent, et que la première chose à complètement démystifier, c'est l'argent. C'est oui. l'endroit où tout se passe, c'est comment se défaire de ce que l'argent impose au film, impose aux gens qui font des films. Et comment, si l'argent ne se retrouve pas esthétiquement dans un film, disons que personne n'est capable de le regarder, quoi, parce qu'en fait, les gens, beaucoup regardent l'argent, même si on ne sait pas qu'on regarde l'argent, finalement, quand on pense au cinéma français, disons au cinéma français officiel, quoi, oui. les coûts des films sont ahurissants. Quoi. Et donc, le cinéma existe ailleurs, oui. Et que c'est cet ailleurs qu'il s'agit de travailler, quoi. Moi, j'ai une question brouillonne. C'est quoi la différence entre recommencer le cinéma et ne pas lâcher le cinéma? Recommencer le cinéma, c'est de tenter de travailler à partir de gestes beaucoup plus simples, quoi. Débarrasser de beaucoup de choses. C'est-à-dire des gestes qui se rapprochent peut-être un peu de ce moment du cinéma muet où le son est arrivé, où le sonore est arrivé, où comme ça des films, les premiers films sonores étaient des films quasiment expérimentaux.
parce que tous les films avant étaient faits sans son. Donc là, aujourd'hui, avec les outils techniques qu'on a, qui sont à la fois très sophistiqués et très primitifs, parce que je ne parle pas de caméras à 200 000 euros, mais de caméras qui peuvent coûter 2 000, 3 000, 4 000 euros, quoi. On investit dans notre travail des gestes comme, voilà, on les redécouvre complètement déconnectés d'un système où on faisait les mêmes gestes à 20, 30, quoi. Là, on les fait à 2, par exemple. Et ça ouvre sur quelque chose. On peut les faire à 2, mais on peut les faire à plus. Mais c'est juste cette idée du coup d'après, cette espèce d'impasse dans lequel on est noyé. Donc, ne pas lâcher le cinéma, ça fait partie oui, sans doute, de recommencer le cinéma, pas lâcher le cinéma. Ça peut aller ensemble, c'est sûr. Mais cette idée de geste est super important, parce que les films, c'est des gestes d'écriture, de parole, de corps, de déplacement, de paysage, de narration, de récit, de montage, voilà, c'est... Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'argent. Et en fait, comment aujourd'hui on regarde l'argent. C'est ce que tu as dit à l'instant. Et moi, je suis étudiant en cinéma et je trouve ça intéressant parce que j'ai souvent des débats avec des amis qui sont comme moi, étudiants en cinéma. Et j'en parlais l'autre jour avec l'un d'eux et qui me disait oui, en fait, un film, s'il n'est pas produit, c'est qu'on ne peut pas considérer ça vraiment comme un film. Et c'est là où je crois qu'il y a une confusion, c'est que j'ai l'impression les gens confondent en fait l'industrie cinématographique capitaliste, et le cinéma, ce que le cinéma peut proposer en fait. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'un film pas produit, expérimental, vu par, je sais pas, une poignée de personnes, et un film vu par des millions, ça n'en fait pas moins du cinéma. C'est que ça fait partie d'un tout, et ces deux-là peuvent être mis en fait sur la même échelle. La production, c'est le cœur du cinéma. Donc, moi, je parle pas de pas produire, je parle de produire autrement, parce que bien sûr. Voilà, c'est produire des idées, c'est produire des images, c'est produire des connexions, des rapports entre les choses, ouais. C'est produire de la beauté, c'est produire de la violence, c'est produire des déplacements, c'est produire et pour ça, disons que de considérer, parce que bon, beaucoup de gens ont parlé de ça, de Straub, dans le film de Costa par exemple, il parle de ces discussions que Nicolas Ray avait avec je ne sais plus quel cinéaste, où il fallait que le film d'après coûte plus cher que le film d'avant pour se considérer vraiment cinéaste, etc. Donc toute cette espèce comment dire, d'exposition de la virilité de l'argent. Bon, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, c'est grotesque, quoi. En revanche, produire des idées, ouais, ça c'est super important. Ouais. Comment tu peux produire des idées avec les images? Parce que, bon, fondamentalement, moi, mon sentiment, c'est pas la faute, entre guillemets, des cinéastes, parce que je pense que les cinéastes, ils font ce qu'ils peuvent pour arriver à survivre dans cette impasse, mais j'ai le sentiment que ce qui produit... que les images aujourd'hui sont dans le cinéma qu'on voit dans les salles sont mortes, que c'est que l'argent qu'on voit, que ça produit que des films morts. Et donc, comment faire rupture avec ça? Voilà, ça c'est une vraie idée. Mais je pense que c'est quelque chose qui traverse toute la société à plein de niveaux. C'est pas que le cinéma. Le cinéma, c'est juste l'expression de quelque chose. Parce que dans l'histoire du cinéma, on parlait de philosophie tout à l'heure, comme dans l'histoire de la philosophie, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire avec la philosophie, il y a de quoi faire avec le cinéma, avec tout ce que c'est... Et tu parlais de l'industrie capitaliste, parce que je pense qu'au début du cinéma, jusque Danet disait que ça commençait à être foutu à partir des années 50-60, je ne me souviens plus exactement la date, que c'était une espèce de chose magnifique qui est née, et puis ensuite qui est allée vers sa mort, quoi. Ma génération à moi, l'idée c'était de s'approprier cette idée de mort du cinéma et de voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la mort du cinéma. Alors on a pu voir un film comme Film Socialisme de Godard comme
ce paquebot qui traverse, cette espèce de paquebot comme ça, qui a traversé la mort du cinéma, et ce qui fait que ce que Godard a légué au cinéma à venir, à partir de, bon, il y a son œuvre bien sûr, mais notamment à partir de Film Socialisme et ses derniers films, c'est une ouverture extraordinaire pour le cinéma qui vient. Enfin, je ne sais pas s'il faut appeler ça le cinéma qui vient, parce que c'est peut-être un peu empoulé comme expression, mais disons que c'est quelque chose du cinéma qui recommence autrement après sa mort. Et je pense que le cinéma qui se coltine pas ces questions-là, et voilà, il est fini, quoi. Mais c'est très pratique comme question. C'est pas des questions. Elles ont des implications sans doute à d'autres niveaux, mais je crois que c'est des questions ultra pratiques. Comment on fait des films, avec qui, quand, sur combien de temps on tourne, comment on monte, est-ce qu'on tourne avant d'écrire, est-ce que on monte en tournant, est-ce que on considère quand est-ce qu'un film est terminé, quand est-ce qu'il commence, tout ça c'est des choses mais qui ne correspondent pas du tout à l'industrie. C'est sûr que avec ces idées-là, l'industrie peut pas compter dessus. Et pourtant, c'est ces artistes-là qui vont, on va dire, repousser les limites du cinéma. Par exemple, je pensais à quand vous dites, voilà, on écrit pendant qu'on tourne, ou est-ce qu'on tourne avant d'écrire? Hong Sang-soo, par exemple, hein, c'est vraiment ça. C'est qu'il tourne, mais il sait pas encore ce qu'il va faire. Donc, je suppose qu'il a certainement une petite idée, mais et c'est intéressant de voir en fait ce qui émerge de cette pratique-là, de voir en fait que ça aussi c'est possible. On n'est pas obligé de tout préparer à l'avance, de tout penser en termes de rentabilité, et qu'en fait ça permet de faire des nouvelles images, des nouvelles idées en fait qu'on n'avait jamais vues avant. Et moi je trouve ça extrêmement intéressant. Et stimulant aussi. Tout à fait. En tant que spectateur, c'est rafraîchissant en fait. Complètement. Voilà. D'ailleurs, en plus, on parlait de Mark Fisher, et je pense que le cinéma, ça a un rôle extrêmement important dans le processus de recréation d'imaginaire alternatif par rapport justement à l'industrie capitaliste, et puis même, je pense, tout le côté de réification qu'il y a par rapport justement au cinéma classique qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc je pense que le cinéma, il a un rôle extrêmement important, je pense, dans la création d'univers, d'imaginaire même, qui aujourd'hui sont complètement inexistants, j'ai l'impression. Donc... Ouais, sans oublier le mot de réel, parce que le problème c'est que l'imaginaire je suis tout à fait d'accord, c'est un mot passionnant, l'imaginaire, mais le réel, c'est d'écrire d'autres formes de réel ne veut pas dire pas imaginaire, mais disons que le cinéma qui évacue le réel, il est compliqué, quoi, et que le réel c'est pas nécessairement ce que l'argent permet de montrer du réel, quoi. C'est plutôt le contraire, l'argent efface le réel pour montrer le réel de l'argent. Bon, c'est des choses auxquelles je pense que tous les cinéastes, on travaille avec ça, mais depuis toujours. Sauf qu'aujourd'hui, le capitalisme a atteint un tel stade d'effondrement et de toute puissance en même temps, que c'est beaucoup plus... faut en sortir, quoi. Faut en sortir quand on est cinéaste, ou quand on est philosophe, ou quand on est écrivain, ou quand on est... Quand on est artiste en général, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense que ça doit jouer justement sur cette tension entre imaginaire et réel. Bien sûr. Tout doit être construit sur cette tension, même la contradiction qu'il y a entre le réel existant et l'imaginaire, l'utopie concrète, on pourrait dire, même d'une certaine façon. Et ce qui se traduit souvent par une opposition qui a été formalisée et organisée précisément par l'industrie du cinéma, c'est la séparation entre la fiction et le documentaire. Donc la fiction qui serait au service de la valorisation de l'imaginaire, et puis le documentaire qui, au contraire, serait là pour simplement consigner, archiver ou enregistrer un certain état des choses. Et alors qu'en fait, et précisément ne pas lâcher sur le cinéma, c'est-à-dire le recommencer, c'est partir en fait du geste inaugural des Frères Lumière, hein, qui n'était pas simplement celui d'avoir enregistré des fragments de Beryl, mais de les avoir projetés aussi, de les avoir projetés à des gens. C'est-à-dire l'expérience de la salle de cinéma, en fait, l'expérience de la projection. Et tout était là, en fait.
documentaire et fiction, puisque la fiction elle est partout, il suffit de... Là on fictionne, hein. Évidemment on fictionne quand tu nous poses la question, on fictionne en s'exposant, c'est ce que disait Jean-Luc Nancy de la parole, quoi, la dimension toujours déjà un peu mythique du fait de parler simplement, quoi, d'être dans le sens et de s'exposer en tant que parlant, et on s'expose aussi comme évidemment le mythe de soi-même, le murmure, l'ouverture des lèvres, hein, à partir de laquelle mystère, mythe, mutisme, toutes ces choses arrivent, et le cinéma commençait comme ça, et d'une certaine manière c'est ce mystère-là que les cinéastes qui comptent savent recevoir et relancer comme la flèche dont parlait Nietzsche. Alors, on envoie une flèche quelque part, on la prend et on l'envoie pas forcément plus loin, mais ailleurs, effectivement, à côté. Et c'est comme ça, effectivement, que des choses peuvent advenir. Mais je voulais rembobiner, du coup, par rapport à l'ouverture, à l'entame de ce dont on a parlé, parce qu'on est revenu sur quelque chose qui est comme une espèce de leitmotiv un peu de nos discussions. C'est une critique de la critique. En fait, ce geste de faire la critique de la critique, il a 2 siècles. Hein. C'est Marx, philosophie de la misère, misère de la philosophie, critique de la critique critique. Enfin, c'était ce qu'on appelait les hegéliens de gauche. Enfin, c'est une longue tradition, en fait, qui a coulé, qui s'était penché et qui a très largement aussi travaillé cette génération à laquelle Godard a appartenu, quoi, dans les années 50, parce que c'est ça aussi ce qu'on attend de la critique, c'est qu'ils savent entendre ce que ça veut dire, que de faire une critique de film. Et je rejoins ce que disait Victor et qui accompagnait également Nicolas. Ça a été d'ailleurs exemplairement fixé par Walter Benjamin quand il disait que la critique, précisément, il s'adresse à l'écrivain à l'époque, là, dans le cadre de la littérature, le public, c'est pas son affaire. Hein. Le lectorat, ou quel que soit le nom qu'on veut bien lui donner, c'est pas son problème. Et le postulat sur lequel on travaille avec Alexia, enfin, qui détermine très largement aussi une partie du désir d'écrire après tout à l'endroit où on est, sans avoir le titre de critique, de faire partie de la corporation, c'est que le cinéma s'est appauvri aussi parce que la critique s'est appauvrie. Et à l'inverse, la critique s'est appauvrie parce que le cinéma s'est appauvri. Quand le cinéma a été puissant, c'est que les deux ont été puissants ensemble. Et si on retient la nouvelle vague, pas seulement, hein, il y a une grande école critique aussi dans les années 20 en France, avec Epstein aussi, même théoricien, avec Epstein, avec Louis Deluc, cette génération-là, c'est que précisément il y avait une pensée qui reposait sur ces deux jambes. Il y avait effectivement ceux qui faisaient des images et ceux qui les accompagnaient avec des mots. Et les deux choses étaient absolument congruentes, convergeaient, dialoguaient, discutaient. C'était très très puissant. C'était très très puissant dans les années 50. On voit bien effectivement que Danet a voulu prolonger cette tradition, tradition qui est encore une fois beaucoup plus ancienne, dont à un moment d'ouverture, on en avait parlé la dernière fois, c'est le romantisme allemand, c'est ces deux frères en particulier qui s'appelaient les frères Schlegel qui avaient créé une revue. Ils insistaient beaucoup sur le fragment, sur le fait que la poésie était un art qui pouvait tout embrasser, toutes les disciplines. Bon, on voyait que Godard, par exemple, a continué cette idée-là, évidemment en l'appliquant dans une poétique spécifique qui est celle du cinéma. Mais Baudelaire, je pensais par exemple à la définition qu'il donnait de la critique. Il disait le critique, en fait, a le regard le plus partial, c'est-à-dire qu'il organise un partage quand même, et donc une espèce de déblayage, c'est-à-dire il y a ça qui est important, et puis ça qui ne l'est pas, mais pour ouvrir le plus grand horizon possible. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une dimension octagonique, il y a une dimension précisément critique. Ça aussi, c'est la généalogie de ce terme est absolument passionnante. C'est d'abord un geste de paysan, hein, la crise, c'est le geste du tamisier, c'est le geste du paysan qui sépare des bons grains et des mauvais, parce qu'ensuite c'est devenu un terme médical à l'époque de la Grèce antique. Quand on est en crise. Et normalement, quand on a affaire à une œuvre d'art, il s'est passé quelque chose, ça va pas, en fait. Et on essaye de poser un diagnostic, et c'est là que commence la critique. Puis ensuite, ça a été repris d'Homère à Socrate, Platon, et comme un geste qui pouvait aussi caractériser la philosophie. Puis ensuite, ça a été repris à l'époque des Lumières, avec Diderot, fondamentalement, relancé ensuite par Baudelaire, et ça a poursuivi, évidemment, avec le cinéma et avec la critique de cinéma. Le problème, c'est que il y a les critiques et la critique. Et si la critique est en crise, c'est que précisément les critiques ne font pas leur travail. Mais en fait, les réalisateurs et les réalisatrices non plus.
ou bien ils font du cinéma mais pas des films, ou bien ils font des films mais pas du cinéma, mais on voit bien effectivement qu'à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas, en raison précisément de ce que vous caractérisiez tout à l'heure, quoi, c'est-à-dire d'une puissance très très grande de l'industrie. C'est-à-dire que le cinéma, après tout, c'est une organisation très très lucrative. Et il ne faut pas enrayer cette machine-là, quoi. Alors, elle est non seulement lucrative, mais elle célèbre aussi des offices. C'est ça qui est, je pense, totalement profanatoire quand on aime le cinéma. C'est que le cinéma a une vocation démocratique et égalitaire. Et qui est très forte dans le versant documentaire du cinéma. Qui est totalement abolie dans le versant précisément fictionnel, parce que c'est là où ça coûte plus d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on appelle des acteurs, des gens qu'on paye très cher. Et puis, il y a des figurants qu'on paye moins cher. Et puis, quand on fait un documentaire, on ne paye pas les gens. Bon, là, il y a un problème. On reconstitue des castes, on reconstitue des hiérarchies. Il y a une publicité qui circule beaucoup au cinéma en ce moment pour Rolex. On voit Scorsese, James Cameron, Alejandro González Iñárritu, Christine Bigelow, Leonardo DiCaprio, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur... La Rolex. Et puis, à la fin, c'est le monarque. Le monarque. Voilà, c'est un office, hein, je veux dire, c'est ça le cinéma, c'est ça l'acclamation, c'est ça Cannes, en fait, on applaudit les stars comme on applaudit les princes, les princesses, les rois, les reines, enfin, je veux dire, donc c'est la reconstitution de la monarchie, enfin, c'est quelque chose quand même que le cinéma, s'il a tenu à cette histoire-là, a aboli depuis au moins 1789, quoi. C'est-à-dire l'égalité de n'importe qui avec n'importe qui, et c'est ça ce que montraient les Frères Lumière, c'est vraiment, ce que montraient les Frères Lumière, c'est les gens. C'est ça qui est passionnant, c'est les arbres, c'est le vent qui soulève les arbres, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est beau, c'est pas... genre tout ce qui avait été quand même arasé par ce qui s'est construit dans la littérature, la peinture au 19e siècle, c'est-à-dire il n'y a plus de beaux-arts, c'est la thèse de Rancière en fait. Il n'y a plus de régime représentatif avec une hiérarchie, un public cultivé qui évidemment connaît les codes, considère que ces codes sont totalement appliqués dans la recherche du... Tout ça est fini puisqu'on sait qu'on est rentré dans un nouveau moment, mais qui est évidemment contemporain des révolutions qui se sont menées de la fin du XVIIIe siècle et pendant le courant du XIXe siècle, de poser d'une égalité entre l'art et le non-art, une forme d'indistinction, ce qu'il appelle le régime esthétique, et à partir duquel précisément n'importe qui peut valoir ou peut se prévaloir d'être effectivement digne, évidemment, d'avoir accès au récit, à la représentation, pas moins ou pas plus que n'importe qui. Et le cinéma a prolongé. C'est pour ça que le cinéma est révolutionnaire. Et c'est pour ça que les grands cinéastes le sont. C'est pour ça que Jean Renoir, c'est un enfant de la Révolution française. C'est pour ça que Jean Renoir a fait la Marseillaise. Et c'est pour ça que Renoir a été si important pour Jean-Hugues Godard et les autres. Et effectivement, voilà. Et donc, du coup, tout est en crise. Donc, le cinéma l'est, la critique, elle l'est, nous le sommes. Hein. Et au lieu de nous apitoyer ou simplement de récriminer, quoi, en fait, on fait. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on écrit ce qu'on peut écrire, on filme ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut filmer. Non, c'est pas juste qu'on peut filmer, on filme ce qu'on veut filmer. Ouais, mais c'est une question. C'est pas qu'il y ait de question de volonté. C'est pas parce que la volonté, c'est le commandement, quand même. C'est des questions de puissance. Mais c'est pas aussi. C'est une question de désir. Pas de volonté. Oui, désir, bien sûr, mais c'est quelque chose. C'est pas la volonté, mais moi, je mets le mot veut parce que à quel point Dieu le veut. Il faut faire des choix. À quel point il faut faire des choix et à quel point. Le constat de l'impasse n'est pas un constat victimaire, quoi, ou qui affaiblit la puissance. C'est un constat de situation dans lequel on est et avec lesquelles se parler les uns les autres, faire une émission comme celle-là est une manière de tenter de se connecter à d'autres et puis de voir qu'est-ce qui peut en sortir. Parce que je ne crois pas qu'on soit dans une situation où on est affaibli. On est tellement affaibli, tout est tellement fait pour nous écraser que du coup, ça libère une sacrée énergie, quoi. Je crois que cette énergie-là, elle est super importante. C'est pour ça que c'est pas juste on fait ce qu'on peut. Alors en même temps, on fait ce qu'on peut, c'est une belle chose parce que quand on est dans les contraintes, la contrainte, c'est toujours puissant comme situation. Cette contrainte, il manque tant d'argent pour faire ça, ou pour finir le film, ou ceci, donc ça amène des contraintes dans lesquelles, grâce à ces contraintes, on peut inventer des choses qu'on n'aurait pas inventées si on n'avait pas les contraintes. Donc c'est pas... Le problème de la contrainte, c'est une question plus politique, je crois, au fond. Je ne sais pas si ce mot-là, il est compliqué aujourd'hui, mais
Mais moi, j'ai l'impression que c'est tout quand on a dit que la politique des auteurs était terminée, ce qui est vrai, mais faire politiquement des films, c'est encore une idée passionnante. Donc, comment redéfinir cette politique de l'écriture, de faire des films, de se parler les uns les autres, avec quels mots on parle, comment on écrit sur le cinéma. Bon, c'est une vraie question, comment on écrit sur le cinéma. C'est avec quels mots, comment on transforme les mots, comment on déplace les mots pour parler d'un cinéma naissant. C'est des questions très pratiques, donc moi je ne sais pas comment chacun de nous parlons depuis l'endroit où on est, et puis on essaye de voir qu'est-ce que ça peut générer comme effet, quoi. Oui, mais c'est aussi parmi les politiques existantes, il y en a une sur laquelle on aime beaucoup insister, qui est déterminante largement pour aussi ce qu'on fait ici, c'est la politique de l'amitié. Oui, bien sûr. C'est-à-dire aussi avoir de l'amitié pour le cinéma, considérer aussi que le cinéma a pour condition de possibilité l'amitié, très souvent, et quand il n'y a pas d'argent, il y a au moins des amis. Parce que tu vois, par exemple... et la philosophie aussi. Victor qui est roumain, est venu faire ses études à Grenoble, et puis tu es allé en Irlande, et on s'est croisés à Vienne, au FID, là tu vas bientôt aller au Festival de Cannes, donc moi je trouve ça passionnant, parce que c'est comment dire, c'est pas l'idée d'une... J'ai vu la mondialisation du cinéma tout pourrir, quoi. Mais toi, c'est de la contrebande, quoi. J'ai l'impression que ce que tu écris, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup plus à voir avec comment faire passer des idées qui ne sont pas ces idées-là. Et en plus, tu t'exprimes dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, quoi, et tu parles très très bien. Et du coup, c'est inspirant d'entendre, quoi. Non, je pense à beaucoup de choses à vous entendre comme ça. Mais c'est vrai que ce que moi j'apprécie dans ce que je fais, c'est précisément la contrainte, en fait. La contrainte du format, par exemple. Moi je tiens beaucoup au format de la critique. Et pour moi, c'est intéressant d'essayer de le surpasser ou de le subminer comme ça, mais en restant dans le jeu, quoi, en jouant le jeu. Et ça me fait penser, parce que vous parliez tout à l'heure de vouloir pouvoir filmer ce qu'on veut faire, ou ce qu'on peut faire. Il y a cet entretien très, très célèbre de Godard avec Youssef Ishakpour, où Ishakpour lui dit mais au moins vous avez gagné votre vie en faisant ce que vous vouliez faire. Et lui dit non, j'ai fait ce que je pouvais faire, parce que à chaque fois que je proposais un truc, tout le monde refusait. La Gaumont refusait de faire ça. Personne ne me laissait faire ça. Et en fait, quand il a fait Voyage en Utopie, où on lui permettait de faire tout ce qu'il voulait, il aimait pas du tout ça parce qu'il était trop libre, en fait. Et il voulait avoir la contrainte, il voulait avoir l'adversité, en fait, pour se heurter à quelque chose comme ça. Oui, ça c'est la dimension d'ailleurs dialectique, c'était d'affronter l'antagoniste. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup l'idée de commande. Voilà. Et justement, il dit faites-moi une commande. Évidemment, je ne vais pas du tout la respecter, mais j'ai besoin que vous la fassiez, parce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et effectivement, oui, d'ailleurs, ce que tu dis là, il l'avait déjà dit à Marguerite Duras lors de ses entretiens. Il a dit c'est quand même bien. Franchement, toi et moi, on a fait ce qu'on a voulu. Oui. Il a dit mais non, pas du tout. Oui. Il dit, on fait ce qu'on peut. Mais Godard qui a fait ce qu'on peut avec 150 films, mais il a plus 150 films, mais c'est pas grave. Il y en a qui font un film. Charlotte, il n'a pu faire qu'un film, si tu veux. Mais La Nuit du Chasseur, ça en vaut 200. Oui. Donc c'est pas ça le problème. Encore une fois, c'est la question de la puissance et de pouvoir ne pas faire de mauvais films aussi. C'est-à-dire pouvoir ne pas faire une saloperie, y compris dans la réalisation, je veux dire, dans la réalité mais organique du film, ne pas faire ce raccord, ne pas faire ce plan, ne pas faire ce cadre. Je veux dire, voilà, c'est ça le cinéma, et précisément, c'est là qu'on y arrive. Ce que disait aussi de Godard quand il disait, on peut me dire ce qu'on veut comme critique, on peut me dire je suis fasciste, ça me passe par du tête. Mais la question c'est quand est-ce qu'un plan commence et où est-ce qu'il finit. C'est ça l'important. Je suis en train de travailler en ce moment sur des tas de choses autour d'ici et ailleurs.
Et donc, qui au départ devait s'appeler Jusqu'à la victoire, qui est un film qu'il a tourné en Jordanie sur les combattants palestiniens, etc. J'ai vu beaucoup d'archives justement de lui et de Gorin. Et je peux te dire, on fait ce qu'on peut, c'est pas du tout le discours. L'énergie de Godard, il est imbattable, quoi. Donc après, on fait ce qu'on peut. Moi, je trouve ça très beau parce qu'il y a cette énergie tellement puissante et pas du tout viriliste, mais une espèce d'énergie qui est capable de renverser tous les obstacles pour faire quelque chose. Après, on fait ce qu'on peut. Ça a été un échec. Après, Ça s'appelle Jusqu'à la victoire et c'est un échec. C'est ça l'intéressant, mais, c'est que quand il fait ça ailleurs... Ben non, mais c'est un film sur l'impasse. C'est un film sur l'impasse. Attends, va pas, si tu vas si vite, voilà, t'es parti. Précisément, il a fait ce qu'il a voulu, il a échoué. Non, mais c'est quelque chose qui a marqué tout son travail, quoi, toute son œuvre. Travailler 10 ans sur l'histoire du cinéma, tu vois bien que. Mais on fait ce qu'on peut, c'est une position éthique. Parce qu'il n'y a pas pire que les cinéastes qui disent je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ouais. C'est pas de ça. Ah, bah, c'est l'horreur. Je pense qu'il dit je fais ce qu'on peut, une position modeste, comme ça, parce que il a horreur de cette obscénité des cinéastes qui veulent tout. Et que donc, quand il préfère tourner dans une chambre que dans un studio, parce que dans la chambre, il y a une place pour la caméra, or que dans le studio, ils peuvent mettre les trucs au plafond, etc. Donc ça, c'est la base, quoi. Ok. Donc, mais il ne faut pas oublier l'énergie de Godard qui est quand même... je sais pas, tu peux parler de Picasso tout à l'heure, ou bien on peut parler de Léonard de Vinci, c'est des trucs qui traversent des vies entières. La question fondamentale de Godard, de toute son œuvre, peut-être, en tout cas, moi je suis un peu persuadé de ça, c'est que comment faire du cinéma après Auschwitz, tu imagines bien, toute son œuvre tourne, moi je trouve qu'elle tourne autour de ça, on n'a pas 15 idées. Quand on est cinéaste, je pense qu'on travaille sur 2-3 idées à fond et que c'est ça qui traverse toute l'œuvre, quoi. Mais elle se diffracte dans tellement de formats, connexions différentes. Mais ce qui est beau avec ça, en fait, et avec cette multiplicité et cette fabrique, en fait, ce qui est beau, c'est que, comme vous dites, on n'a pas 100 idées, alors faut faire avec ce qu'on a parce que sinon on arrive dans l'autre cas, et je pense que au moins d'où je viens, mais je suis sûr que c'est partout pareil, on est amené à rester une dizaine d'années sur un film et on est quand même victime de ce discours du chef-d'œuvre, en fait. Donc on attend le chef-d'œuvre, on veut le faire sortir, le film est très lourd et le film est déjà mort et le film est trop tardif, en fait. Alors que Fassbinder, par exemple, il aurait fait déjà 10 films dans la même période. Et c'est quand même dommage que voilà, on se retrouve avec cette question de l'industrie où du cinéaste qui commence à peine et qui fait son premier court-métrage jusqu'aux Dardennes ou aux gens les plus consacrés, tout le monde rêve d'aller à Cannes, en fait, et de concentrer le pouvoir autour d'un seul lieu, et ça c'est très problématique, en fait, et c'est très c'est très dangereux. Et je pense que oui, on a 2-3 idées, et alors c'est ça la force aussi, de se permettre de rater ou de faire un film qui est un peu moins bien, parce qu'on sait que voilà, Picasso non plus n'a pas peint seulement des chefs-d'œuvre. Donc donc il y a quand même cette idée que voilà, dans le cinéma aujourd'hui on est amené à travailler très peu. Non, c'est-à-dire comme disait Dané, à ne pas avoir les réflexes du métier. Et c'est cette anecdote avec le pilote de l'avion. Est-ce que tu feras confiance à quelqu'un qui n'a pas volé depuis 5 ans ou qui n'a pas piloté depuis 5 ans? Non. En fait, c'est la temporalité des films qui a beaucoup changé. Oui. Si tu t'inscris dans la ligne de l'industrie, les gens qui s'inscrivent dans la ligne de l'industrie, sauf s'ils font 500 000, 1 million d'entrées, ils travaillent très peu. Parce que chaque film prend 4-5 ans à se faire, même plus, parce que le scénario, il faut le refaire, etc. Voilà. Mais si tu t'éloignes de cet endroit-là et que tu travailles avec les moyens contemporains, quoi, qui sont les disques durs, les caméras, les systèmes d'enregistrement, tout ça, tu peux complètement exploser la temporalité d'un film et travailler sur 3-4 films en même temps
sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui se font très vite. Il y en a, c'est pas fini parce qu'il y a encore des tournages à faire, mais c'est un travail perpétuel. Quoi. Mais c'est les temporalités différentes en fait. Et ça, c'est important parce que l'industrie interdit ça. Oui. Sauf pour, il y a des cinéastes, avant il y avait Tavernier, on citait toujours Tavernier, etc. Tavernier aujourd'hui, il n'a pas beaucoup plus sympathique qu'il y a 30 ans. Mais il y en a qui font ils ont chaque année des films, etc. Quand on voit l'argent que ça représente, il y a des gens qui s'achètent des maisons chaque année. Mais... c'est des emprunts bancaires, c'est des dossiers, c'est un patrimoine, etc. Ça tourne. Mais tu t'éloignes de ça et tu découvres que c'est complètement autre chose. Il y a quand même ce discours où on dit, voilà, c'est tellement facile de faire un film, tout le monde peut faire un film, alors que ça paraît en même temps de plus en plus difficile et vraiment laborieux. Il ne faut pas confondre deux choses là, parce que ça, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que, par exemple, quelqu'un a un crayon qui peut faire un dessin. C'est pas parce que tu as une caméra à 2000 balles ou 1500 €, etc., que tu peux faire un film, c'est sûr. Les moyens techniques sont là, et que la question, qu'est-ce que tu fais avec? Bon, ça, c'est des vraies questions. C'est ce que je veux dire aussi, que les moyens techniques, on a l'impression que suffisants, bien sûr. Non, mais c'est vous qui accomplissez en fait cette promesse, par exemple. Les autres, non. Les autres, ils préfèrent avoir un appareillage hyper lourd pour... Oui, parce que... Alors, c'est sûr. Mais tu sais, les gens avec qui qu'on discute, Elisabeth et moi, que ce soit des gens comme Lav Diaz ou Pedro Costa, on est parti complètement dans d'autres modèle sans doute que l'argentique, etc., nous a donné envie de profiter du... Parce qu'en fait, la caméra vidéo, c'est un laboratoire en même temps que c'est une caméra, donc au lieu d'avoir 15 personnes avec qui parler, etc., il y a beaucoup moins de personnes, donc tu travailles plus vite d'une certaine manière, mais tu prends plus de temps. Donc c'est peut-être nous, en effet, et peut-être que les cinéastes plus jeunes n'imaginent pas qu'il puisse exister un cinéma ailleurs que le Festival de Cannes, qui est un club privé. En fait, Cannes a privatisé le cinéma, et que c'est ça, la critique devrait être la première. La critique devrait déjà travailler là-dessus, quoi. Qu'est-ce que c'est le cinéma? Le Festival de Cannes devrait... De pas y aller. Pas y aller, ce serait une vraie idée. Et de pas y aller, et d'expliquer pourquoi, et de voir ce château de cartes s'effondrer. Parce que là, il est devenu de plus en plus... américain, etc., et que on voit bien que Thierry Frémaux... Oui, quand vous regardez la conférence de presse où Thierry Frémaux présente la sélection des films de Cannes, on a l'impression qu'il fait une dépression. Il est d'une tristesse absolument infinie. Mais il me rappelle un peu Roger Giquel, c'est un présentateur de journaux télé des années 70, et il y avait une blague de Coluche qui disait, quand Roger Giquel dit qu'un avion s'est écrasé, on a l'impression que c'est sur ses pompes. Et Thierry Frémaux, c'est un peu le même sentiment qu'il donne, quoi. Donc c'est très triste le cinéma, quand on voit... vous parlez de ces films-là, c'est d'une tristesse absolument infinie. Et la question, c'est évidemment, c'est de la joie quand même. En plus, ils sont présentés de telle manière que c'est juste extrêmement pénible, quoi. C'est indésirable. Voilà, on a envie d'aller ailleurs, et puis c'est cet ailleurs là pour l'instant qui est dans l'impasse. Ouais, mais je me demande, c'est une question en fait. Est-ce que nos amis, on va dire, nos alliés, elles ne savent pas ça déjà en fait? C'est ça ma question. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'ils le savent. Oui. Bien sûr. Bien sûr, je pense qu'ils le savent. Parce que moi, quand je dis ça, je me sens déjà comme si je disais un truisme, en fait. Bien sûr. Et je sais pas comment sortir de ça. C'est pas une découverte. C'est pas une découverte. C'est pas un scoop, quoi. Ouais, c'est un truc, ça fait 10-15 ans. C'est pas un scoop, mais sauf que personne ne le dit. Oui. Enfin, tout le monde se raconte une histoire. Les gens se le disent derrière les caméras. Mais devant la caméra, tout le monde raconte une histoire. Mais c'est la grande fiction de fait que quand même, effectivement, il y a une plainte dont tu parlais tout à l'heure, Victor. Ça quand même, effectivement, c'est quand même bienvenu de dire que ça va pas si bien que ça. Personne ne va s'emballer pour les nouveaux Dardennes, en fait. Même les Dardennes diraient ça, même Jacques Audiard ou n'importe qui. Bien sûr, Jacques Audiard lui-même, d'ailleurs, s'est amusé à monter un passage comme ça, où il dit parler du système, est-il évidemment une cheville particulièrement ouvrière. Et je sais que je vous sors ça, déjà c'est la 3e fois, mais c'est quelque chose qui me tiraille en fait. Mais la question c'est effectivement, c'est quel travail, hein, quelle est la réponse, et donc quel type de responsabilité est engagée, effectivement, dès lors que le constat est fait
cette question de l'impasse, mais d'une certaine manière, enfin, c'est intéressant parce que quand tu nous avais filé ce mot comme ça, quand on y a réfléchi avec Alexia, celui d'impasse, aussi c'est intéressant parce que l'impasse c'est au départ de la psychanalyse, hein, comme l'aporie, qui est son nom un peu plus comme ça cultivé, est au départ de la philosophie. Enfin, c'est le départ en fait. L'impasse par rapport évidemment à la question du symptôme, c'est-à-dire on ne va pas résoudre le symptôme de quelqu'un qui souffre, on va essayer de trouver un chemin qui permet d'avoir l'accès de vérité de ce symptôme. Voilà. Et pour la philosophie, c'était ça, c'est-à-dire avant qu'on établisse de grandes partitions catégoriques, Butos, Logos, tout ça, en fait, au départ, c'est Héraclite, c'est-à-dire une chose est égale à elle-même et en même temps diffère totalement d'elle-même. Hein. Je veux dire, donc, c'est le départ, en fait. Au départ de la pensée philosophique, comme de la pensée psychanalytique, la philosophie contemporaine de la démocratie et la psychanalyse du cinéma, je veux dire, c'est d'abord une impasse. Et quand on va au cinéma, mais qu'est-ce qu'on fait? On descend. C'est une descente dans un souterrain. En gros, vous refaites un geste qui est le geste d'Ulysse, d'Orphée, de Gilgamesh, de Dénée, de Dante. C'est-à-dire, vous faites une catabase, en fait. Hein, vous descendez. Et puis, vous regardez un mur. Donc, je veux dire, c'est-à-dire que vous tombez dans un trou et vous regardez un mur. C'est vraiment la situation de réclusion, de claustration, d'enfermement. Et si vous avez à faire effectivement un film, ce que le film fait, c'est qu'il vous permet de faire le mur, littéralement. Voilà. Et ça, c'est absolument passionnant. Ou alors parce que du coup, ça nous plaisait aussi de parler de ce poète. On parlait de cinéaste et d'un poète qui nous fait tant de bien, qui s'appelle Gerasim Luka, donc qui est d'origine roumaine, qui a écrit en français, qui n'était pas sa langue maternelle, qui parlait le yiddish, qui parlait le roumain, qui parlait l'allemand, qui parlait le français, et qui a réinventé la langue française en poète, en plus dans des performances extraordinaires. Il y en a une qui a été filmée pour la télévision, au tout début de la SET en 1980, et le titre de cette performance de poésie sonore s'appelle « Comment sortir sans sortir ». S'en sortir, comment s'en sortir sans sortir. Avec lui qui part en même temps. Et avec lui qui, voilà, et comment s'en sortir sans sortir. Et c'était vraiment le poète qui nous a permis, avec Alexia, de passer le confinement. Parce qu'on était là dans une autre situation d'enfermement, de réclusion. Et comment se sortir de ce confinement sans pouvoir sortir. C'est vrai que le cinéma nous y a aidés. Mais la poésie de Gerasim Luka aussi. Bon, ça ne l'a pas empêché, malheureusement, après maintes tentatives de suicide, de se jeter dans la Seine 20 et quelques années après Paul Celan, qui est une espèce de double comme ça. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a détériorisé la langue française. C'est pour ça que d'ailleurs que Deleuze disait que c'était le plus grand poète français qui lui était contemporain. Il appréciait beaucoup, d'ailleurs, Deleuze, des écrivains qui écrivaient dans une autre langue que la langue natale, quoi. Beckett qui écrivait en français alors qu'il était irlandais, Conrad qui écrivait en anglais alors qu'il était polonais, Kafka qui écrivait en allemand alors qu'il était tchécoslovaque. Et ces questions, évidemment, de sortir de la langue natale, de la langue maternelle, de la langue familiale, de la déterritorialiser, c'est-à-dire de l'emmener vers des terres étrangères, là où l'État-nation l'enferme dans une forme de familiarité qui l'appauvrit, c'est ce qu'on attend évidemment du cinéma, qui est une grande entreprise d'une certaine manière de déplacement. Et là aussi, on retombe sur la philosophie, parce que si on parle d'aporie, il faut parler aussi d'atopie. Et ça, c'est un mot important pour Frédéric Nérat, avec qui on avait discuté une des dernières fois. C'est-à-dire, Socrate, disait Platon, dans le Timée, c'est celui qui n'occupe aucun lieu. Un philosophe ne parle à partir d'aucun lieu, d'aucun titre. C'est pour ça qu'on parlait aussi voilà, il n'a pas de titre propre à parler, quoi. Il ne parle d'aucun lieu. Donc, et la philosophie hérite de cette question de déplacement. Le problème, c'est que si, évidemment, tous les ans, on va à Cannes, c'est comme des amis qui se retrouvent tous les ans dans la même maison. Il n'y a pas beaucoup de déplacements. On sait où on va, on sait dans quel hôtel on va crêcher, et on sait à peu près quel film on va voir. Et le problème, c'est que les critiques, en fait, veulent embarquer dans le Costa Concordia. Ouais. Ils n'imaginent pas que ce paquebot est en train de prendre l'eau et coule depuis très très longtemps, quoi. Le problème, c'est que la vie est ailleurs et que tout est à réinventer, le cinéma et la critique. Sauf qu'aujourd'hui, on est aussi dans une situation où l'industrie est très forte, mais avec le développement des technologies, les réalisateurs, les cinéastes peuvent avoir la propriété de leurs moyens de production. Ils peuvent avoir des caméras. Pendant des décennies, les réalisateurs n'avaient pas de caméra. Et avec la vidéo, avec le développement de la vidéo de la fin des années 60, jusqu'aux technologies qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir des caméras. Et nous, on connaît beaucoup de cinéastes qui n'ont ni distributeur ni producteur et qui font des films. Et qui font du cinéma. Sauf que c'est des films, évidemment, qui sont peu montrés, mais c'est du cinéma quand même, dès lors qu'il y a un regard pour ça. T'as mentionné Gerasim Luka, c'est ça? Oui. C'est marrant parce qu'en fait, je l'ai découvert, ce poète, mercredi dernier, justement, dans un cours trop fort. de philosophie de Guillaume Bertin Blanc
notamment qu'il a mentionné la vidéo, il a projeté la vidéo Oui. passionnément. Ah oui, passionnément, ouais, c'est de ça. Ouais, Exactement. comment s'en Donc, sortir, c'est marrant que tu le mentionnes parce que je le connaissais pas il y a 2 jours. Ouais. Et je vais juste revenir sur l'aporie de l'impasse en fait dans le cinéma, parce que j'ai l'impression qu'en fait la critique du cinéma elle est complètement absorbée par le cinéma lui-même, de la même manière que la critique du capitalisme est totalement absorbée par le capitalisme lui-même. Et du coup, moi la question que je pose du coup c'est comment on se sort de ce cercle vicieux quoi. C'est la question en fait. Et c'est pour ça que je me sens un peu mal à l'aise de... C'est-à-dire, dès que je commence à critiquer, je me dis, mais c'est prévisible, en fait, ça n'apporte rien, tout le monde sait ça, en fait, tout le monde sait que tel film... Mais... Bien sûr. Mais pour moi, ce qui m'a sorti... Parce que pour moi, c'était quand même une question d'essayer de sortir du deuil, en fait. Qui était la question, c'est une vieille question en fait, de cette nostalgie, de la dignité du cinéma perdu, etc. Qui sont quand même... Donc il y a une part de vérité à ça, mais il y a aussi une part de paralysie pour moi. Donc ça me laissait... Moi je me demandais qu'est-ce qui me reste en fait. Parce que j'ai l'impression que je suis venu trop tard, je suis venu après les cinéphiles. Ou trop tôt. Ou trop tôt. Donc je suis un peu entre pianetto comme ça. Et parce que... Ce qui m'a aidé un peu à sortir de ça, c'est il y a un théoricien de l'image français qui s'appelle Patrice Bloin, qui a écrit un peu dans les cahiers du cinéma et qui a écrit des livres sur les images du sport qui étaient très intéressantes il y a 15 ans. Et qui disait, en gros, même si je suis pas totalement d'accord avec ses conclusions et tout, mais il disait, on sait jamais d'où vont surgir les bonnes images en fait. Et je sais pas, c'est une question qui me tirait en fait, et je me demande si le cinéma, il a toujours ce privilège en fait de refléter son temps. C'est en fait la question de Benjamin, c'est sur la peinture et les machines industrielles en fait. Si je me pose cette question, est-ce que le cinéma est la forme, l'expression de l'art privilégié aujourd'hui, ou c'est plutôt pas plutôt le reel, le TikTok ou je sais pas quoi. Sûrement. Et Sûrement. Et qu'est-ce que le cinéma peut faire avec ça en fait, et c'est pour ça que moi j'essaie d'être très ouvert à tout ce qui peut menacer le cinéma en fait, parce que c'est peut-être aussi de ça, au lieu de se barricader comme le font certains cinéastes qui jouent la forteresse assiégée et tout, mais de s'ouvrir au maximum en fait envers ce qui n'est pas du cinéma en fait, ce qui est peut-être l'ennemi du cinéma, je sais pas. Ouais, je sais Oui, pas mais si... c'est la même, c'est le capitalisme aussi. Oui. C'est que l'idée de recommencer le cinéma, c'est vraiment autre chose, c'est le coup d'après. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est peut-être dans 1000 ans, je sais pas. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui doit s'effondrer totalement avant qu'on sente ce que c'est que de faire des images à nouveau, quoi. Parce que c'est ça un peu le problème, c'est-à-dire c'est quoi faire des images. Alors TikTok, les Reels, etc., c'est sûr que c'est ça. Moi je pense que le cinéma paraît un peu comme l'opéra, quoi. Ouais. Le cinéma, c'est un peu ce que l'opéra était, quoi. Il y a une espèce de... C'est un truc pour un milieu très bourgeois, etc. Ouais. Même la tragédie grecque. Même la tragédie grecque, en fait. Même ça ne reverrait aussi loin. Quand tu vois une vidéo TikTok, c'est le cinéma à 2000 ans. Quoi. Ouais, sauf que si tu prends la tragédie grecque et que tu vois comment certains hommes de théâtre l'ont pris, quoi, ils ont complètement cassé ce truc-là, quoi. Ils en ont fait Gabili, on parlait parfois de... Didier Georges Gabili, il a complètement cassé comment dire, enfin, il n'y a rien de bourgeois dans ce qu'a fait Gabili, quoi. Il a toujours eu, c'est toujours mais donc je suis la forteresse assiégée. Moi, je pense qu'il faut il faut s'éloigner, il faut aller ailleurs, quoi. Il faut filmer, et retrouver le. Bon, voilà, mais c'est un peu, je radote, hein, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on fait cette session, je parle de ça, mais c'est pas défendre la forteresse assiégée, parce que je pense qu'effectivement, par exemple, il y a quelqu'un qui me parlait de la durée des reels. Ouais. C'est intéressant parce que je regarde beaucoup à cause du film sur lequel je travaille en ce moment avec Elisabeth. J'ai regardé pas mal, beaucoup même, ce qui était filmé à Gaza par les habitants de Gaza. Ouais. Et donc c'est des choses assez courtes. Et une personne, j'ai pas encore vu son film, mais parlait de l'importance de la durée. Ouais. Donc l'idée de travailler sur la durée et de faire
demander à des personnes à Gaza, comme j'ai pas vu le film, je peux pas en parler, mais de faire des plans beaucoup plus longs. Voilà. Je suis pas sûr que c'est ce qui m'intéresse le plus en voyant les images, parce que ça devient autre chose, ça devient du cinéma, or que les plans de... Et ça vient avec tout ce que le cinéma signifie. Avec l'intention, en fait. avec le sens, avec l'émotion. Ça détourne un peu le... Or que les reels qui sont là pour documenter ce qui se passe sont fulgurants. Et ils n'ont pas prétention à être autre chose. Ben non, en fait. c'est de la résistance à l'état pur, quoi. C'est-à-dire, je suis toujours là. C'est-à-dire, quand on voit les images filmées par les Gazaouis... nous sommes toujours là, et quand on voit les images filmées par les militaires israéliens, c'est nous continuons à détruire, quoi. C'est vraiment un champ contre champ ahurissant, quoi. Donc je suis tout à fait d'accord pour vraiment partir dans cette idée que la forteresse assiégée nous ramène avec le sens et avec tout ce qui est très lourd et qui... Parce que ça donne des films A24 en fait, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est une vision aristocratique. Oui, de cinéma filmé, comme on dit, de sur-cinéma, quoi. Sur-cinéma, oui, c'est ça. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord, je crois, avec ce que je fais mes sous de caméra, avec ce truc sur les reels, parce que qu'il y ait une nouvelle forme sur les reels, c'est absolument certain. Mais en même temps, la raison pour laquelle les gens font ces formats courts, c'est pas parce qu'ils se disent ah tiens ça serait marrant de faire des formats courts, c'est parce qu'en fait c'est pour des raisons qui sont absolument édictées par les plateformes, qui font que il faut que les gens aient liké dans les 4 premières secondes et littéralement le truc des reels c'est que par exemple sur Instagram, qui est donc TikTok, moi je connais un peu moins bien, mais Instagram comme TikTok, la règle c'est que tu n'es plus un Reels si tu dépasses 1 minute 30, et donc tu n'accèdes pas du tout à la même exposition que si tu fais moins d'1 minute 30. Et donc c'est quand même une contre... Enfin, c'est pas une forme qui est trouvée par les Gazaouis de genre on met des bribes de machin. C'est une forme qui est imposée par la volonté de capter l'attention au maximum et de passer de l'un à l'autre. Voilà. Et donc ça, qu'il y ait une attention particulière à ces nouvelles formes-là, ça me paraît absolument salutaire, nécessaire, normal. Je parle dans ce cas de figure-là. Je parle de ce qui se passe là-bas, de ces images-là. Et pas des raisons en général. Non, parce que je suis pas du tout spécialiste là-dessus et que je comprends évidemment ce que tu dis. C'est quand on parlait du capitalisme, c'est certain que c'est. Et parce que si je dis ça, c'est qu'il y a aussi, moi je trouve qu'il y a quand même un énorme paradoxe, mais je crois j'ai déjà fait cette réflexion-là il y a quelques mois, mais il y a une espèce d'énorme paradoxe, c'est qu'à la fois tout le monde a accès à ces images, et donc et là, c'est horrible, des enfants mutilés, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout le monde voit très bien de ce dont il est question, et donc on y assiste tous, donc c'est le truc que tout le monde dit, c'est la première fois qu'on suit en direct, et c'est absolument vrai, c'est absolument terrifiant, etc. Et en même temps, on le fait sur ce mode où, entre 2 vidéos de Gaza, on a, j'allais dire un peu bêtement, des vidéos de meufs à poil, mais ou de mecs qui essayent des voitures de luxe, ou de machin, on a tous les fils Twitter ou Instagram qu'on mérite, mais il y a aussi cette déperdition, quoi. Oui, sauf que le truc, c'est que tu peux être dans des boucles WhatsApp et tu reçois ce que filment des gens précis tous les jours, quoi. C'est pas le côté j'ouvre et puis je regarde ce qui se passe, c'est le côté je suis en contact avec un certain nombre de personnes qui filment tous les jours et qui envoient, qui écrivent dessus, etc. C'est un travail beaucoup plus... c'est pas du tout les algorithmes, quoi. C'est autre chose. C'est un travail de, militant super important, quoi. Bien sûr. Moi, je faisais un peu l'avocat du diable quand je disais ça, parce que en même temps, j'essaie de comparer un film qui prend 5-7 ans à se faire, et puis un reel qui n'a aucune visée artistique, qui est fait comme ça, et que si on est sur TikTok, par exemple, on tombe sur des choses absolument incroyables au niveau audiovisuel. Donc j'essaie de parler en tant que critique, mais sur le TikTok. Et c'est une vieille question, en fait. Déjà, dans les années 80, Danet se demandait est-ce que cinéma et histoire sont dans le même bateau toujours ou pas ?
parce que Vaida, il avait du retard par rapport à ce qui se passait dans l'Europe de l'Est, alors que la télévision, elle était... où il y avait cette impression que la télévision était à l'heure, quoi. Et puis, il y avait après, les vidéos amateurs, tout ça, et bien sûr, on arrive à ce moment-là. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'était un peu générique, hein, mais je pense que le cinéma n'a rien à gagner, en effet, à faire du sur-cinéma, quoi. Mais parce qu'effectivement, on tombe sur des choses très, très diverses sur ce genre de format ou d'images un peu étrangères. On se dit, oh là là, c'est quand même un truc de dingue qui se passe. Et que le cinéma, parce qu'il est pris dans cet appareillage hyper lourd et parce que ça prend du temps et parce que c'est la production qui n'en finit pas, ne peut pas montrer, en fait. Et le cinéma, il manque au rendez-vous, en fait. C'est-à-dire que c'était c'est quand Godard a dit que le cinéma a perdu son âme pour pas avoir montré les chambres à gaz. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, un film prend tellement de temps à être monté que finalement, quand il est fini, il est plus à l'heure, quoi. Il est plus à l'heure, ouais. Et donc, c'est-à-dire comment travailler plus vite. Et du coup, c'est pas... Alors, je sais pas, parce que ça, c'est une question... où montrer les films. J'ai entendu parler d'un projet qui vient des éditions de l'Œil, donc Gaël Tacher, qui est éditeur et qui est distributeur et producteur et qui est en train de réfléchir à l'idée de s'allier avec un producteur, un programmateur et un autre producteur pour acheter le cinéma Saint-Michel et de faire un cinéma avec une librairie et de faire complètement une programmation hors actualité, et je trouve que c'est... Puissance de l'inactuel, quoi. Je trouve ça très, très intéressant. Ouais. Il faut faire des choses comme ça, alors, je pense. à Bruxelles, ça existe. Il y a le Nova, qui a réussi depuis 20 ans, quoi. Qui a réussi, même les gens du Nova ont réussi à racheter la salle, etc. Donc c'est complètement sanctuarisé pour au moins 100 ans. Mais je pense qu'il y a un désir de ça aussi. Bien sûr. Qui est minimisé, qui est bien sûr. Mais qui existe, en fait. Mais ça existe, et la question, c'est que politiquement, ça fonctionne. Comment ça fonctionne, quoi? Comment ça fonctionne et comment ça n'entre pas dans les cases existantes, quoi? Parce que c'est là où ça peut pas se faire tout seul, quoi, parce que ça coûte cher une salle mais si les producteurs, des éditeurs, des distributeurs se mettent ensemble pour essayer de faire une salle qui fonctionne très différemment, parce que leur analyse c'est que la salle est morte. La salle est morte, ouais. Leur analyse c'est que la salle de cinéma c'est fini. Donc or que c'est des producteurs, c'est des gens qui font pas mal de choses, quoi. C'est pas du tout des gens qui ne font rien. Ouais. Et c'est des gens plutôt actifs et qui savent très bien ce que c'est que de faire des films aujourd'hui et toutes les contraintes, etc. Donc voilà, c'est un endroit où, par exemple, Elisabeth et moi, on n'est absolument pas... nos films, quand ils sont finis, ils sont montrés ils font un peu le tour du monde dans des festivals, donc ça, tant mieux. Et on travaille beaucoup sur des éditions DVD, une prochaine édition DVD avec au moins 10 films, quoi. Et donc ça, c'est très important pour nous. Mais l'idée de les montrer en salle, pourquoi pas? Il y a des rétrospectives à droite à gauche dans des villes à l'étranger. En France, il y en avait une au Centre Pompidou, donc on a pu... mais c'est pas du tout l'idée de sortir un film en salle avec les entrées, etc. Mais dès que vous faites des courts-métrages et puis des moyens-métrages, des longs-métrages qui sont plus ou moins produits, qui investissent des formats et des temporalités différentes, vous explosez déjà le cadre et c'est très fort, en fait, parce que c'est de ça, je pense que... Mais précisément, là, on échappe à la question de l'actuel. On échappe à la question du rendez-vous. En fait, finalement, les rendez-vous ne sont réussis que quand ils sont ratés. Oui. C'est ça fondamentalement. Il faut absolument rater le rendez-vous que l'industrie à laquelle l'industrie nous oblige. Précisément, le rendez-vous, c'est Cannes, c'est tel festival, c'est effectivement l'agenda. Donc, ça sera la sortie dans telle salle ou dans tel parc de salles. Et il faut absolument. En fait, il faut se soustraire. Et je pense le mot de sécession, c'est un mot qui était important au moment de la rétrospective. Pompidou, mais c'est la fuite, c'est la sécession, c'est la soustraction, et effectivement, ça veut dire s'arracher à cette économie-là, parce que c'est une économie absolument
extractiviste en termes de désir est totalement mortifère, quoi, sur le plan y compris de l'écologie mentale, hein, comme en parlait Guattari. Et puis c'est construire des modèles de production totalement différents, des lieux, des salles, des réseaux, des amitiés, des éléments, des arrangements, des agencements qui permettent de faire circuler les films, les regards, mais plus du tout s'inscrire dans cette machine-là, puisque ce que cette machine-là produit, c'est précisément une représentation du cinéma tel qu'il se rêve, mais tel que finalement, d'une certaine manière, il n'a plus de rapport avec le monde. Et le monde, c'est il y a 1000 ans et c'est dans 1000 ans. Et c'est là qu'il faut être au milieu, en fait. Il faut pas être là où le rendez-vous est notifié. Il faut être, en fait, bien plus loin en avant et bien plus loin. C'est pour ça que c'est important quand le coup d'après, ça veut dire c'est revenir, en fait, très très loin et même considérer que le cinéma, c'est comme un âge géologique, une nouvelle région de l'être, en fait, quoi. C'est pas ça. C'est ça, c'est-à-dire que donc ça a des millions, en fait, ça a des millions, voire des milliards d'années, cette affaire. Et donc, d'une certaine manière, ça peut aussi continuer encore autant, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une réquisition aujourd'hui, il y a une sommation, c'est Gaza. Et que Gaza, c'est le hors-champ du cinéma pour Virginie Efira, comme pour les frères Dardenne. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font et qu'est-ce qu'ils en font pour demain, quoi. Oui, mais cette question de la temporalité, moi je vais essayer de mieux dire ce que je voulais dire avant, c'est que cette espèce de stress d'arriver en retard dans la forme cinéma, en fait, là ce qu'on constate, on aimerait évidemment constater le contraire, mais ce qu'on constate avec Gaza, c'est que le monde des reels, des réseaux sociaux, etc., arrive tout autant en retard. C'est-à-dire que les images des bombardements, elles arrivent après les bombardements. Et probablement certainement qu'au tout début on se dit le fait qu'il y ait la possibilité de voir avec un décalage aussi proche, ça va changer quelque chose. Non. Là, pour l'instant, la réalité dit l'exact inverse. C'est-à-dire que, de fait, tout le monde est en retard de la catastrophe. Et donc, d'un seul coup, j'ai l'impression que ça allège de la nécessité de se dire est-ce qu'on arrive à anticiper d'eux ? Là, en fait, là, il n'y a aucune image qui anticipe quoi que ce soit, ou en tout cas, qui parvient à avoir une prise sur la situation, alors, ne serait-ce que pour retarder le désastre, quoi. Par exemple, une image ultra puissante de l'époque, mais vraiment qui nous l'a éclairé comme c'est pas possible. On l'a trouvé dans un livre au sujet d'un événement qui a eu lieu en 1840, c'est dans le bouquin d'Andreas Malmö, pour la peste pour la terre, quand il parle de la destruction de Saint-Jean d'Acre au Liban par les vaisseaux anglais qui voulaient absolument défaire en fait un potentat égyptien et qui refusait en fait un traité de libre-échange sur le coton. Et pour l'imposer, ils ont mobilisé une frégate de bateaux, mais à vapeur, en utilisant le charbon. Donc du coup, ils disposaient d'une vitesse qui évidemment défiait totalement le vent. Ils ont détruit la ville avec une intensité comme on l'avait jamais connue à l'époque, qui avait même choqué les dignitaires et les diplomates britanniques eux-mêmes en disant mais c'est incroyable, on a absolument tout détruit, quoi. Genre, quand tu lis ces comptes rendus de 1840-41, là, c'est absolument contemporain. Voilà une image qui me parle absolument d'aujourd'hui, quoi. Beaucoup plus effectivement que toutes les captations, les archives de la destruction. Voilà une image qui me parle beaucoup plus de ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a 2 siècles en fait. C'est pas un truc qui se passe en 2025. C'est un truc qui a commencé en 1840 en fait. À partir effectivement d'une logique économique, capitalistique très très puissante, et ensuite qui s'est appareillé avec un sionisme tout à fait déclaré comme tel, mais qui est une initiative de chrétiens, en disant du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les juifs aussi à aller faire du fric là-bas. Non seulement ça fera effectivement les bénéfices de l'Empire britannique, mais de surcroît, en plus, ça permettra l'avènement du Messie et définitivement l'assomption du royaume sur terre, quoi. Je veux dire, donc bien avant la création du sionisme juif. Je veux dire, là, t'as une précipitation sur la destruction de Saint-Jean d'Acre, je veux dire, d'un cristal temporel qui éclaire l'époque bien plus que la foultitude de risques. Mais par contre, ce que dit Nicolas, c'est le geste des Gazaouis eux-mêmes, qui a une portée anthropologique qui est totalement différente. Je parle pas d'arriver à l'heure, hein, je pense juste que c'est... Sûr, et que le fait que ces images
parce que bon, les images dans les camps, on les a découverts après la libération, et c'était l'armée américaine qui avait filmé. Et donc c'est à partir de ces images que beaucoup de choses ont commencé à se dire, les procès, les négationnistes, le déni, la construction d'un nouvel ordre mondial. Bon, en tout cas, ces images-là ont vraiment à voir avec une histoire des images, quoi. Et aujourd'hui à Gaza, ce qu'il y a, c'est que ça nous renvoie à la violence. Moi, je trouve que quand tu dis, Mathieu, que les images n'ont rien changé, je pense que c'est un peu rapide, parce que je pense que s'il n'y avait pas ces images-là, ça serait terrifiant, quoi. Et que quelque part, moi, c'est dans le texte que je t'ai envoyé, je dis que quelque part, ils ont battu Netanyahou sur cette question-là, malgré le blackout, etc., parce que je sais pas comment ça va se terminer, il faudrait prendre du temps pour en parler, mais je pense que ce sont des images ultra importantes. Le fait qu'ils les aient faites, et dans les conditions où ils les ont faites, et que quand tu vois des choses, très souvent, il y a 15 personnes qui filment en même temps, quoi. Donc tu sais à quel point tout le monde voit ça, quoi. Tout le monde voit ça. Donc après la puissance de la comment appeler ça, je sais pas. Enfin bon, moi j'ai cru. Je voulais pas dire qu'elles étaient inutiles. Je voulais juste dire que le souci du retard, en fait, que une image des résultats d'un bombardement arrive de fait toujours en retard. On est en retard. Ben, regarde Macron quand il dit on va peut-être en juin reconnaître la Palestine, il est ultra en retard, donc il est encore plus en retard, quoi, parce que il y a le poète dont je parlais au début il y a quelques mois, palestinien, qui a écrit ce livre magnifique, ce que vous trouverez dans mon oreille, quoi. Tous les jours, il poste des images et tous les jours, il les analyse, il dit qu'il y a dessus, etc. C'est un truc incroyable, le travail qu'il fait autour de ça, quoi, et toutes les attaques qu'il peut avoir, il en fait part et tout, donc il y a quelque chose qui est ultra là, pour le coup, là, maintenant. Ça va très vite, et ouais. C'est vrai que le cinéma là-dessus, non, mais il est incapable de... C'est la même question que se posait Godard, sauf que c'est les déportés eux-mêmes qui auraient filmé, quoi. Et donc du coup, oui, parce qu'il y avait le livre de Georges Duberman, Image malgré tout, qui a été un livre assez important à un moment donné, à cause des photographies prises par les Sonderkommando qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'image, etc. Mais là, c'est à ciel ouvert. Là, tout le monde voit. Alors, mais voilà, c'est la très grande difficulté aussi, cette question des images. Effectivement, quand il y a eu le procès de Nuremberg, il y a eu une projection, c'est ça d'ailleurs qui est quand même fou. Il y a eu une projection qui a été organisée. Ouais. Genre c'est Fury de Fritz Lang. Le film avait été fait 10 ans avant, mais voilà qu'à un moment donné, on organise une projection lors d'un procès. Bon, Fritz Lang filme ça en 1936, quasiment 10 ans plus tard, c'est exactement ce qui se passe pour les dignitaires nazis, parmi lesquels Rodolphe. On projette des images. Comme s'il y avait encore une vertu pédagogique. Regardez la vérité. Non, mais c'était l'image comme preuve, quoi. Il y avait ça. Et puis, mais le truc, c'est que parce qu'il y a des images, il y en a forcément qui manquent. Oui. Il n'y a pas toutes les images. L'image n'est pas toute. L'image n'est pas toute. Oui. Donc, s'il y a pas, si vous montrez, d'accord, je vois les montagnes de cadavres, mais je vois pas la personne qui est asphyxiée dans un four. Donc, dès lors qu'on passe effectivement dans une vision restrictive des images, c'est d'image comme preuve. Je veux dire, alors là, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé. Donc, je veux dire, c'est ça qui a produit le négationnisme. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui explique aussi la rédaction par Agamben de ce qui reste d'Auschwitz. C'est ça le problème. Et donc précisément, il y a une vraie difficulté là, parce que du coup on veut des preuves. Et s'il n'y a pas de preuves, c'est que ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est totalement accablé par le droit, la preuve. Je veux dire, il y a un juridisme totalement échevelé. On n'arrête pas de nous demander constamment de produire des preuves, quoi. Et d'ailleurs, on en fait tout le temps. On envoie des mails. Enfin, je veux dire, tout est preuve à tout moment. Bon. Donc il y a une difficulté. C'est pour ça que moi, il me semble que les Gazaouis, mais ils font autre chose que de prouver. Ah bah oui, non, c'est eux, c'est un cri vital. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est pourquoi est-ce qu'ils font des images. Moi, c'est une vraie, enfin, je veux dire, c'est un mystère de se dire, ils souffrent,
Ils ont plein de choses à faire. Ils doivent s'occuper des cadavres, déblayer les décombres, récupérer les dépouilles, leur apporter des rituels. Enfin, je veux dire, essayer de sauver les vivants quand il y en a, mais en plus, ils filment. Je veux dire, je pense que c'est pas la question de la preuve et dire on a prouvé ce qui s'était passé, c'est pas ça. Je veux dire, quand il y a eu le génocide des Tutsis et des Hutus, je veux dire, il y a eu très très peu d'images, si tu veux. Et je veux dire, il y a eu aucune contestation de ce génocide, et c'est un génocide qui a été commis en 94. Je veux dire, c'était une époque où le spectacle se portait très très bien. C'est autre chose, il me semble, que font les Gazaouis. Je sais pas, ce sont des hypothèses évidemment, mais ça a à voir avec la grotte Chauvet. Genre, c'est comme des peintures. Sûr, c'est un truc plus puissant que de simplement témoigner de ce qui leur arrive. Je veux dire, c'est un déchirement, pour moi, qui a des milliers d'années. Genre, c'est la question de la trace, c'est pas la question de la preuve, c'est la question de l'empreinte. C'est comme un animal qui trace et puis qui en produit d'autres. Je veux dire, il y a une dimension du vivant, là, genre de produire une trace, c'est pas une preuve, c'est pas du juridisme. Hein. Mais est-ce que c'est pas lié à la conscience aiguë du fait que le négationnisme, qui pour la Shoah a mis du temps à se mettre en place, qu'en fait le négationnisme est déjà là, en fait. Ce génocide est nié de manière extraordinaire, tout à fait déclarative, affirmative, médiatiquement relayée extrêmement massivement. C'est pour ça que je pense que ces images-là qui nous sont envoyées, donc qui nous sont adressées, ça sont adressées à n'importe qui, donc à Nicolas, à Victor, à Alexia, à toi Mathieu. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment on les reçoit ? Et c'est la question évidemment de la réception et de la manière de les recevoir. Genre la question de la preuve, du juridisme et tout ça, négationnisme contre négationnisme, on s'en fiche. C'est la question effectivement d'une trace, genre de disposition à produire des traces. Genre, et des traces dans un environnement qui est celui-là, quoi. Ouais. Et on échappe au droit, et on échappe au procès, c'est autre chose à mon avis. Et probablement que là, indépendamment du format Reels, qui est évidemment ultra calibré, industrialisé, tout ça, mais dans le fait que ces Gazaouis-là filment, effectivement, ça, du coup, ça c'est de l'avenir. Mais ça, ils fabriquent des choses qui viennent qui a 30 000 ans, 35 000 ans. Je reviens encore une fois sur ce raccord qu'il y a dans les histoires de cinéma, juste pour terminer là-dessus, parce que ça m'avait toujours marqué, parce que ça a un lien très fort avec ce dont on parle. On voit, à la toute fin des histoires, une peinture de la grotte Chauvet, et on voit quelques pans plus tard, une des photographies qu'Élie Kagan avait fait des massacres du 7 octobre 1961. Enfin, je veux dire, quand j'ai vu la proximité de ces deux images, ce que Godard nous montre, sans nous le dire, hein, c'est ça le mystère, il ne nous le dit pas, il nous le montre, c'est que les images de Kagan, elles ont la même vocation à durer 30 000 ans. C'est pas des preuves pour un procès. C'est bien qu'il y ait un procès, c'est bien que les coupables soient, que les salauds soient condamnés. Mais c'est des images qui ont cette vocation anthropologique-là, à avoir 30 000 ans. Et c'est ce que font les Gazaouis. Après tout, c'est un peuple aussi qui est très très ancien. Et dernière chose, j'ai eu la chance de voir le film que Hassan Salah va montrer au FID, là, qui s'appelle No Title. Et à un moment donné, il filme une montagne qui s'appelle le Mont Hermon, dont le versant oriental, en fait, a été accaparé par Israël au moment de l'annexion du plateau du Golan en 67. Et quand on voit cette montagne, ce sommet enneigé, qui est vraiment une position stratégique, le Jourdain, la Syrie, il dit voilà, il y a à l'est, à l'ouest, le plateau du Golan, la source, évidemment celle du Jourdain, et puis il y a la Palestine. Genre, effectivement, tu peux voir qu'il n'y a pas Israël à cet endroit-là. Parce que cette montagne, évidemment, elle a des millions d'années. Genre, c'est à cet endroit-là, effectivement, que tu peux voir, en fait, que la question d'Israël, c'est un truc qui est très court, finalement, dans le temps. Et c'est ce qui lui permet, lui, précisément, d'échapper à l'actualité. Hein. Cet homme habite à Beyrouth, il descend à Beyrouth Sud, que des gravats, il va dans le sud du Liban, évidemment, que des décombres, il finit devant les grilles fermées d'un camp qui est un centre de torture qui s'appelle Akhiyam, mais il a vu cette montagne qui lui permet de prendre de la hauteur et de voir effectivement qu'en fait, là, c'est la Palestine. Voilà, genre ça c'est aussi un geste très très puissant qui lui permet de se soustraire aussi à un impératif qu'on lui fait lui comme cinéaste arabe, c'est dites-nous ce qui se passe là tout de suite et maintenant. Ouais. Voilà, je veux dire là, il a besoin de ces millions d'années quoi pour respirer et faire que le cinéma respire aussi. Non, je voulais juste rajouter par rapport à ça, parce que je pense que ça permet aussi de compléter la boucle par rapport à ce que tu disais ça dans ton texte que tu nous avais envoyé. C'est que ça permet aussi, ça montre aussi qu'on peut pas, en tant que cinéaste, c'est difficile de dépasser ça en fait. Et ça montre aussi le côté dérisoire de tous ces grands effets, les plans séquences dont tu parlais, qui sont vraiment des trucs de marketing et tout, donc tout ce côté immédiat, immersif
tout ça qui est vraiment ignoble en fait à ce moment. Donc ça devrait aussi permettre de responsabiliser les cinéastes aussi à trouver d'autres temporalités, d'autres accords, d'autres, je sais pas moi, d'autres modes de récit en fait. Puisque déjà ces images sont là en fait, donc ça ne sert à, c'est plus que ça ne sert à rien, c'est ingrat de... Il y a l'histoire du cinéma et il y a ces images et comment on fait maintenant, voilà, il y a quelque chose c'est une question, c'est une vraie question, je pense, et je pense que qui est très concrète en fait. La réalité est allée très vite et on sait pas comment ça va se terminer, donc comment le cinéma là va faire prendre ses responsabilités par rapport à ça. Mais même rien que la montée de l'extrême droite, c'est partout, quoi. C'est pas, et l'effondrement de la gauche avec les gauches qui se disputent en permanence. Qu'est-ce que le cinéma fait avec ça? C'est parce que c'est mondial, c'est pas juste. Bien sûr, ces images-là, le fait qu'elles aient été faites, et je trouve très, très émouvant très fort ce que tu dis sur ces images, parce que c'est... Moi, je les sens comme ça aussi, et je les sens comme ça, et je sens que c'est quelque chose qui nous pousse tous à transformer notre rapport à aujourd'hui, quoi. C'est pas faire comme si ça n'existait pas, or que le silence est quand même assez assourdissant. Enfin, le silence. Oui, ou alors un verbiage qui écrase toute parole, quoi. Ouais. Mais tu sais, je repensais à Low Life, qui est vraiment un film de crise, d'impasse. Enfin, c'est un moment, vraiment, c'est un carrefour dans votre œuvre, Elisabeth, et à toi. Toi, dans ce film-là, notamment, ce que vous avez reproché, c'est un flic qui est un peu malmené, qui est brûlé. D'ailleurs, on soigne dans un squat à Lyon, mais surtout... On entendait des jeunes qui disaient « Pétain, reviens, t'as oublié tes chiens ». Et à l'époque, c'était « Mais c'est pas possible, faut arrêter avec ça ». Enfin, bon, aujourd'hui, Pétain, il est revenu avec plus de chiens que jamais. Enfin, je veux dire, à chaque nouveau ministre de l'Intérieur, c'est de pire en pire. Le Live, c'est vraiment un film d'aujourd'hui. Beaucoup plus que de 2011. Qui pourtant vous a permis justement aussi de voir à la fois l'impasse qui était ce cinéma français-là et pour vous, la sortie, c'est... l'échappatoire, quoi, la trouée. Vous dire, voilà, là c'est foutu parce que c'est même pas audible. On est en train de vous dire ce qui va se passer dans 15 ans. Vous voulez pas l'entendre. Pourtant, on aurait été prévenu, parce que c'est ça aussi, un cinéma, c'est souvent. On aura quand même été prévenu, quoi. Je veux dire, quand tu vois L'argent de Robert Bresson en 1983, tu dis, bah voilà, là on a été prévenu, quand même. Moi, je pense que les films sont habités par l'avenir et que c'est pour ça que la question de la sortie salle aujourd'hui est ridicule, ça n'a plus aucun sens. C'est juste un système commercial, quoi. Mais les films habités par l'avenir, bon, voilà, ont leur temporalité qui ne sont pas du tout les mêmes que celui qui est fait pour être consommé quand il est sorti et qu'on en parle dans les dîners, quoi. Les films sont faits pour l'avenir parce que l'avenir s'adresse à nous à travers les films, les livres et tout ça. Donc comment arriver à laisser l'avenir, comment arriver à être dans ce coup d'après, quoi, qui est si important pour s'immuniser contre la destruction générale dans laquelle on est, quoi. Du coup, c'est des questions de respiration. Je voulais vous lire un peu de Gerasim Luka. Alors, malheureusement, sans le talent, sans le génie, et sans la transe et le babil à la fois de Gerasim Luka. Mais la poésie, c'est aussi des questions de respiration. Et le cinéma aussi, c'est ça. C'est insufflation, respiration. On se confine 2 heures, mais c'est pour déconfiner aussi, c'est pour s'aérer, quoi. Je veux dire, c'est pour respirer, c'est pour s'emplir les poumons d'un air qui est de plus en plus vicié et de plus en plus asphyxié. Quand il dit ça, par exemple, il dit « Respirer profondément dans le vide, en rejetant vide et mort en arrière, en même temps, ouvrir la mort de chaque côté des idées. Ouvrir la mort de chaque côté des idées. Vie et angoisse en avant, marquer un temps d'arrêt, aspirer par le vide, expirer en inspirant, inspirer en expirant. » Voilà, quand on voit un film, c'est ça normalement ce qui se passe, quoi. Les respirations sont étranges, on respire différemment,
C'est toujours très étonnant de voir un film, de dire tiens, ma respiration a bougé, je sens que quelque chose bouge dans mon corps, que mes organes sont déplacés. C'est très fort avec le dernier film de David Cronenberg, par exemple. Des films de Cronenberg est très étonnant. Et d'ailleurs, la critique n'aime pas ce film. Voilà. C'est un film qui est vraiment pas du tout aimé par la critique, parce qu'on considère que c'est un film bavard. Alors que il y a les paroles extraordinairement diligentes. On voit un film aussi qui ça fait un moment que lui parle des crimes du futur. Hein. Les crimes du futur, c'est le génocide de Gaza. Et tu sens que le film, voilà, c'est l'organicité même du cinéma. Effectivement, c'est des durées, c'est des plans, c'est des coupes, c'est des respirations, c'est des rythmes. Il y a quelque chose qui te travaille et tu fais le mur. Et tu fais le mur, quoi, littéralement, quoi. Parce que le mur, il continue une fois que tu sors de la salle de cinéma. Hein. C'est ta vie, c'est ton travail salarié, c'est toute une série d'obligations, c'est ta hernie discale. Mais là, Bresson encore, parce que la fin d'un condamné à mort s'est échappée. Non. C'est les deux jeunes prisonniers qui font le mur. Ils font le mur. Et qui retournent dans la vie de la prison de la Gestapo. Et tu as exactement le même plan dans Le Diable probablement, où c'est les deux jeunes qui font le mur, mais c'est pour entrer dans la chaise. Au Père Lachaise, et il y en a un qui va tuer l'autre, il lui a demandé de le tuer d'ailleurs, et qui prend les 500 balles qu'il lui a laissées pour le tuer, et qui s'en va dans le noir, quoi. Et donc, Bresson a vu à ce moment-là il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de la guerre, quoi, et les années 70, quoi. Et l'après, la maman et la putain. Et après la maman et la putain. Donc il a vu aussi l'avenir, bien sûr. Aujourd'hui, sur la jeunesse, on entend tellement parler des suicides des jeunes. Et des passages à la... Ce film-là, il l'a fait à partir c'était quasiment... Il a fait toute une recherche documentaire sur des suicides de lycéens avant d'écrire Le Diable probablement. Donc l'avenir s'adresse à nous par les films, c'est sûr. Dans ce film, il y a une scène tellement étonnante. C'est des arbres qui sont abattus. Ouais, Et on voit le fameux Charles qui est comme ça, qui se tient les... Et dans toute la série de plans, on voit les arbres tomber, on voit pas un seul bûcheron. On a l'impression que les arbres, en fait, tombent tout seuls. Littéralement, ils se suicident. Et quand tu vois la coupe, tu as l'impression de voir des pieds d'éléphants. En fait, tu vois comme des éléphants, littéralement, qui se... les arbres eux-mêmes décident d'en finir. Tellement le monde est saccagé, c'est les arbres eux-mêmes qui tombent, quoi. Tellement le monde est absolument atroce, avant que le gamin lui-même tombe, s'effondre. Les arbres eux-mêmes s'étaient déjà effondrés, d'une certaine manière, ils s'étaient toujours déjà effondrés un peu tout seuls, quoi, parce que ce monde va non seulement à la dérive, mais dans un état d'entropie et d'auto-abolition particulièrement prononcé, quoi. Donc voilà, oui, bien sûr que c'est des films, de toute façon chaque film qu'on voit, qu'on revoit, c'est toujours des films dont on voit bien qu'ils ont été faits pour nous. Que ce soit Griffith ou le Bresson. Et notre avenir là, c'est d'aller boire un coup. Et notre avenir, c'est d'aller boire à nouveau un coup. Ouais. Voilà. Le coup d'après.